note de tous ces conseils et les appliquer surtout lors de vos prochains projets. Alors, on va commencer avec ces 8 idées, Sabrina. Et première idée reçue que l'on peut avoir lorsqu'on fait de la conception, j'utilise le support conçu pour le présentiel directement dans ma salle virtuelle. C'est vrai que ça me demande moins de boulot, mais est-ce que c'est une bonne pratique? Alors, je vais vous demander, dites-moi si c'est une bonne pratique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux pour vous? Allez, on a les yeux rivés sur les résultats. Donc, la question, première idée reçue sur la transposition directe, est-ce que je peux utiliser mon support présentiel directement pour ma formation en classe virtuelle? Bon, là, on est sur 90% de personnes qui pensent que c'est faux. Alors, excusez-moi, j'ai été trop vite. On va vous donner la réponse. Sabrina, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, bien entendu, c'est faux. Ah. On ne reprend jamais son support présentiel tel quel et on ne l'intègre pas dans une classe virtuelle. On va d'abord passer par le retravail de son support. Alors, le support présentiel, bien entendu, vous allez vous en servir. Il va vous servir comme trame, comme base de travail. Mais le support devra systématiquement être remanié. On a plusieurs phases en fait dans le remaniement, puisque aujourd'hui, quand on anime en présentiel, le support PowerPoint sur lequel les animateurs s'appuient en session de formation, c'est un petit peu là pour être en support, en guide. Aujourd'hui, l'animateur, donc le formateur, est plus un animateur de session, donc le PowerPoint est vraiment là pour illustrer ses propos, s'en servir au cas où. En classe virtuelle, le support d'animation, c'est vraiment la base de l'animation, c'est-à-dire que c'est vraiment le point de référence de l'animateur et surtout le repère visuel dans l'animation. Donc au niveau du retravail, plusieurs choses sont à faire. Donc bien entendu, on ne repart jamais de la page blanche, on repart toujours principalement d'un support existant. Donc on va avoir déjà un premier travail qui va être l'allègement du support. Alors on va avoir l'allègement de contenu, puisque on l'a dit déjà dans nos précédents webinaires, les classes virtuelles sont sur un temps beaucoup plus court qu'aujourd'hui les journées de formation où à minima c'est une journée. Donc on va déjà avoir du tri à effectuer dans ce support-là pour qu'il soit adapté à la durée de votre classe virtuelle. Et ensuite, on va avoir un deuxième travail d'allègement qui va être l'allègement visuel. Il faut que d'un point de vue visuel en classe virtuelle, les supports soient allégés, qu'il y ait beaucoup d'illustrations, plus de schémas, et on va enlever tout ce qui est texte. Donc on bannit tous les paragraphes qui surchargent inutilement, qui vont faire que les participants vont passer leur temps à lire plutôt qu'à écouter l'animateur. Donc ça, c'est le premier travail. Et après, ça peut paraître étrange, mais on va avoir un travail où on va ajouter les slides, puisque dans le support dédié à la classe virtuelle, on a quasiment toute l'animation qui est référencée dans ce support. Par exemple, les activités pédagogiques sont énoncées. Vous pouvez avoir une slide qui annonce l'activité et après, petite astuce, une slide de correction qui sert à tout le monde et aux participants qui sont visuels et également à l'animateur comme pense-bête. Alors Sabrina, petite question là, avant que tu continues, tu parlais de ne jamais partir d'une page blanche. Alors moi je vais te poser une question qu'on a souvent dans les projets. Je lance une nouvelle formation, je n'ai pas de support présentiel. Donc est-ce que tu m'interdis de partir de la page blanche ou plutôt il y a des choses à faire par rapport à ça? Est-ce que je pars avec l'idée de concevoir une classe virtuelle ou je repars sur le fait de concevoir du présentiel pour après l'adapter en classe virtuelle? Quel serait ton conseil? Alors, on va partir directement dans l'objectif de concevoir un support pour la classe virtuelle, mais on va toujours s'appuyer sur des documents existants, des formations peut-être qui ont déjà été animées pour reprendre une certaine trame, et des précédents supports aussi de conception qui ont été faits pour la classe virtuelle, ne serait-ce pour réutiliser les slides d'animation, les slides d'introduction, puisque comme on est dans un environnement classe virtuelle qui peut être nouveau pour vos participants, ce qu'on va faire, c'est toujours présenter l'environnement de la salle, un petit peu comme tu l'as fait, Brice, au début du webinaire. Donc, il y a toujours des slides qu'on va récupérer. Je dirais que c'est un petit peu la partie des feignants sur cette partie-là. Mais quand on crée une nouvelle formation, on part tout de suite dans l'objectif de créer une classe, un support pour la classe virtuelle, mais en tout cas, on va toujours repartir de documents un petit peu existants à droite à gauche. D'accord. Donc en résumé, ce n'est pas la même pédagogie, donc on ne reprend pas directement le contenu présentiel à jouer en classe virtuelle. 2, je le bourre d'activités pédagogiques adaptées à la classe virtuelle. Je le fais d'un point de vue assez allégé pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et puis, je n'en dis pas plus, puisque après, on va sinon dévoiler des points
qui vont arriver. Bon. Je fais juste une parenthèse sur le visuel des supports. Je dis toujours, moi, quand je suis en formation, que le beau est très subjectif. Quelque chose que vous allez trouver, vous, joli, ne sera pas forcément beau pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on parle de visuel adapté, il faut quelque chose qui soit très illustré et allégé visuellement. Donc, on bannit les pavés de texte. J'ai eu dernièrement quelqu'un qui me disait que ma chevelure était belle, donc c'est subjectif. Exactement. Très bien, parfait. C'est pour juste expliquer un peu aux gens, il doit y avoir des exemples concrets. Le côté subjectif. Merci beaucoup pour le côté subjectif. Allez, on va continuer maintenant avec un sondage que je vous propose. Je construis des diapositives détaillées pour être complet, et il me semble qu'on vient d'en parler. Allez-y, à vous de jouer. Je construis des diapositives pour être détaillées pour être complet, pardon. Donc c'est cette idée reçue numéro 2. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et Sabrina, tu nous expliqueras. Alors cette fois-ci, vous ne répondez pas par les... C'est très bien, je vois que vous avez attrapé les automatismes, mais vous avez un sondage. C'est oui, non. Enfin, vrai, faux. Pas besoin d'aller me retourner la coche verte ou la croix rouge. Mais j'apprécie le geste, je note les noms. Allez, encore quelques secondes. Voilà, donc sans surprise, on va bloquer le sondage ici. Donc vous l'avez découvert en même temps que moi. 92% d'entre vous, c'est faux. Donc je ne construis pas des diapositives détaillées pour être sûr d'être complet. Alors Sabrina, eh bien, abordons le sujet ensemble. Qu'est-ce que tu penses de cette idée reçue numéro 2 liée au support d'animation? Bien entendu que c'est effectivement faux. On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur le visuel des slides où je vous recommandais du coup d'avoir des visuels très allégés. Et là où on va l'enrichir, c'est que dans les supports de classe virtuelle, il faut vraiment que vos participants sachent où ils se trouvent dans le support. Donc d'où l'importance vraiment d'avoir les repères de navigation. Donc toujours avoir les titres, les chapitres dans lesquels on se trouve pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc organiser toujours son support et bien le structurer. Et petite astuce, quand vous utilisez les PowerPoint pour la classe virtuelle, n'hésitez pas à utiliser les titres dans les masques PowerPoint, puisque pour l'animateur, vous avez une partie qui n'est visible que par vous, animateurs, où les titres qui sont marqués dans les masques sont repris en fait dans un sommaire qui se trouve sur le côté. Donc ensuite, on va avoir, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, agréable. Donc ça, attention, c'est subjectif. Et ce que je vous disais, donc c'est illustré, allégé et utilisez toujours le même code couleur. Donc partez toujours de votre charte graphique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je sais qu'on est en période de Noël, mais évitez l'effet sapin de Noël avec des couleurs dans tous les sens, des animations dans tous les sens qui font que ça clignote, c'est pas nécessaire. Il faut vraiment que ce soit percutant. Concret. Donc, il faut vraiment que votre support soit précis. Ne multipliez pas les messages. On est vraiment sur des diapositives où on va rester peu de temps dessus. Donc, c'est tout à l'heure, je vous parlais d'un travail d'allègement et ensuite où on va venir mettre des pages supplémentaires dans le support. Donc, si vous avez un support où il y a plusieurs idées sur le support, n'hésitez pas à faire plusieurs diapos. Donc, important, un message par diapo. Et enfin, dernier aspect, donc la lisibilité. Donc vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui, on n'est pas du coup sur une projection, sur un visioprojecteur comme on peut l'être en salle présentielle. Donc pensez toujours que le participant va être installé derrière son écran. Donc quand vous utilisez les outils de classe virtuelle, pensez bien à mettre votre PowerPoint le plus grand possible. Généralement, on est sur une répartition 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers pour le support, l'espace réservé au support de formation. Et ensuite, au niveau des polices, n'écrivez pas en tout petit. C'est pas parce que ça doit tout rentrer dans une diapo qu'il faut écrire en petit. Ce ne sera pas forcément visible. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs diapos avec des polices plus grosses. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, un exemple que l'on peut avoir, on va même peut-être vous mettre en plein écran. Pourquoi pas? Vous avez la possibilité de le faire, mais on peut forcer la vue. Voilà, donc en plein écran. Donc, Sabrina, un commentaire sur ce genre de slide. Donc, quel type de conversion? Alors là, on est parti, donc on avait un tableau à trois colonnes avec beaucoup de texte. À la base, c'était un processus donc, qui allait donc, de gauche à droite. Et on l'a transformé plutôt de façon schématique, donc avec une roue temporelle. Vous pouvez voir les petites flèches blanches qui déroulent. Et ensuite, en dessous, on met vraiment les idées clés. Donc voilà, d'un point de vue visuel, la représentation plutôt schématique est plus adaptée qu'au tableau qui fait vraiment pavé et qui vient occuper toutes vos slides. C'est un petit peu grossier. Allez, parfait. Merci beaucoup, Sabrina, avec cet exemple. On va enchaîner avec l'idée reçue numéro 3 qui concerne le scénario. Pour l'animation,
en classe virtuelle, je suis obligé d'imposer un scénario minuté. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux pour vous? Et cette fois-ci, vous pouvez dégainer avec la coche verte ou la croix rouge. La croix rouge, pardon. Donc, pour l'animation en classe virtuelle, je suis obligé d'imposer un scénario minuté. Donc, imposer un scénario minuté, c'est-à-dire à vos formateurs. Bon, mais sans appel et sans hésitation, vous avez majoritairement cliqué sur le vrai. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En classe virtuelle, il y a une donnée principale qui est le temps d'animation. Donc on est sur des temps courts, il faut impérativement terminer à l'heure et pour cela, bien sûr, débuter à l'heure. Donc le scénario ici prend tout son sens. Voilà, Brice vous fait afficher un exemple de scénario qui peut être construit dans un fichier Excel où vous allez retrouver donc différentes colonnes. Et c'est vrai que le travail peut paraître un petit peu fastidieux puisqu'on va devoir minuter chacune des diapos. Alors après, en animation, bien entendu que si vous dépassez de 10 secondes la diapositive, c'est pas dramatique, c'est juste pour vous donner des temps au niveau de l'animation. Mais surtout, vous, côté conception, quand à la fin, vous allez faire votre total que vous avez prévu une formation pour 90 minutes et que vous estimez toutes les diapos et que vous arrivez à 120 minutes, vous allez vous dire qu'il y a un souci. Et du coup, vous allez pouvoir retravailler votre support. Donc, d'où l'importance de bien créer un scénario, puisqu'il y a des cas de figure où vous, concepteur, ce n'est pas forcément vous qui allez animer. Donc, il faut que vous donniez le maximum d'informations sur le timing des diapos et des activités. Et là aussi où le scénario prend tout son sens, c'est que si vous êtes les animateurs sont en co-animation, donc il y a plusieurs animateurs, il faut impérativement, et c'est la fameuse petite colonne qui, savoir qui intervient quand. Et ça, c'est très très important. Et après, on n'arrive pas le jour J sans avoir consulté le scénario. Le scénario se répète à l'avance, puisque par expérience, et vous pouvez faire le test, quand vous allez animer, on en parlera la prochaine fois, le scénario, vous n'avez pas une minute pour le regarder. Donc, il faut vraiment avoir les grands temps de passage ensuite qui sont en tête. Tu nous proposes un exemple de scénario, Sabrina. Donc, tu dis simplement à partir d'un tableur Excel. Est-ce que c'est typique à un outil spécifique ou on peut l'utiliser quel que soit le type d'outil utilisé pour la classe virtuelle? C'est vraiment que de la conception. Non, on peut vraiment l'utiliser. Le scénario Excel est très simple d'accès. L'avantage d'Excel, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment tout le monde qui a Excel sur son ordinateur. Donc, concepteur, vous créez votre scénario. Les animateurs peuvent l'ouvrir sans difficulté. Parfait. Merci beaucoup pour cet espace scénario d'animation. Alors, activité suivante, c'est rythme aujourd'hui, on ne va pas vous lâcher pendant 60 minutes. Un sondage de nouveau, citer une activité pédagogique à jouer en classe virtuelle. Alors là, je vais vous laisser un peu plus de temps, puisqu'on a bien compris que certains d'entre vous n'avaient pas forcément conçu pour la classe virtuelle. Donc, je vais juste vous demander d'y penser. À votre avis, en classe virtuelle, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, sur un type d'activité, soit vous pouvez m'énoncer donc sur la même ligne, hein, une fonctionnalité, ou alors aller un peu plus loin et se dire, grâce aux fonctionnalités, qu'est-ce que je peux imaginer comme activité? Alors, on va voir un petit peu ce qui arrive, on va même agrandir un petit peu ce module dans la salle pour avoir l'ensemble de vos réponses. Donc, comme je le répète, c'est une seule entrée. Donc, si vous avez plusieurs choses à dire, vous les mettez sur la même ligne, vous les écrivez sur la même ligne avant de les envoyer. Alors, afin de commenter, Sabrina, on parle beaucoup de sondages, de quiz, de tableaux blancs. On parle de tableaux à remplir, de sous-groupes. Nous avons des connaisseurs. De brainstorming. Diffuser les résultats pour que tout le monde puisse... Oui, bien sûr. Et on va bloquer le sondage ici. Donc voilà, vous avez un petit ensemble un échantillon de réponses par rapport aux fonctionnalités qui sont proposées. Et puis, certains d'entre vous pensent même à aller un peu plus loin en parlant de brainstorming sur des choses que l'on peut faire. Donc, pour toi, Sabrina, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que l'on peut faire en classe virtuelle ou est-ce que tu as quelques idées à nous communiquer? Alors, vous avez, je pense que vous connaissez beaucoup l'outil classe virtuelle puisque les principaux outils qu'on utilise pour faire des activités ont été cités. Donc, bien entendu, le sondage, le tableau blanc, les sous-groupes. Donc ça, c'est toutes des activités qu'on peut faire, fonctionnalités qu'on utilise. Donc là, Brice vous fait afficher une slide avec effectivement les activités qu'on peut effectuer.
Donc ça va du brise-glace au début de la formation, en passant par tout ce qui est effectivement le questionnement, beaucoup par les sondages, le brainstorming, donc on peut utiliser les outils du tableau blanc pour le faire et c'est ce qui est le plus adapté. Et on peut vraiment pousser l'interactivité jusqu'au travail en sous-groupe. Alors l'important en conception, ça c'est vraiment une donnée qu'il faut que vous ayez en tête quand vous créez un support et donc les activités qui vont avec, c'est le nombre de personnes que vous envisagez en tant que participant, puisque vous n'allez pas forcément créer les mêmes activités si vous êtes 4 participants que si vous êtes 12 participants. Donc ça, il faut vraiment avoir cette donnée-là en tête et ça va vous permettre de créer des activités adaptées. Je prends l'exemple du tableau blanc et c'est un exemple qu'on va vous montrer juste avant. Le tableau blanc, où on peut par exemple faire un glisser-déposer, c'est l'exemple que vous montrera Brice juste après. C'est une activité qui est assez intéressante parce que du coup elle est ludique, tout le monde connaît, mais en même temps, une seule personne peut participer à un instant T. Donc si vous avez 12 participants et que vous n'avez que 4 vignettes à déplacer, vous risquez d'en avoir 8 de frustrés sur l'ensemble des participants. Donc ayez toujours ça en tête et proposez des alternatives aux activités en fonction du nombre de participants. Pareil, si vous voulez utiliser les sous-groupes, donc je rappelle rapidement le principe, vous isolez un groupe de personnes dans une sous-salle pour les faire travailler ensemble et ensuite tout le monde revient dans la salle principale. Si vous avez une classe virtuelle où vous avez 3 personnes, du coup le sous-groupe perd un petit peu de son sens. Donc toujours avoir ça à l'esprit, combien vont être mes participants de façon à ce que je puisse créer des activités adaptées. Alors, une question aussi qui revient assez souvent, Sabrina, c'est de se dire, lorsque l'on prévoit donc, la conception de classe virtuelle, tu as parlé l'idée reçue numéro 1, qu'on ne partait pas du présentiel, enfin qu'on n'intégrait pas directement le contenu présentiel dans la classe virtuelle. Si moi, j'anime une formation en présentiel avec plein d'activités, est-ce que finalement mes activités du présentiel peuvent être retranscrites en classe virtuelle? Est-ce que j'ai assez d'outils, assez d'options, assez de fonctionnalités pour reproduire les conditions du présentiel? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive toujours, nous, quand on fait de la conception chez Live Session pour nos clients, on arrive toujours à reproduire les activités présentielles. Donc forcément, ça demande des adaptations, il y a certaines contraintes ou des détournements, mais aujourd'hui, on arrive toujours à arriver à retranscrire les activités qu'on fait en présentiel. Dernièrement, j'ai fait une formation pour un client qui faisait, eux, de l'apprentissage d'une langue. Et beaucoup de leurs participants, en fait, avaient un cahier d'exercice et devaient écrire sur ce cahier d'exercice. Donc là, c'est vrai qu'on pousse vraiment l'outil jusqu'à son maximum. Donc l'idée, l'alternative qui a été trouvée, puisque forcément, on ne peut pas contrôler ce que les gens écrivent, ils nous prenaient une photo de l'exercice et envoyaient au travers de la salle virtuelle avec les outils de la salle leurs photos. Et du coup, le formateur de l'autre côté pouvait récupérer les photos et les faire afficher en salle pour avoir un petit peu les résultats des exercices. Alors, un exemple d'activité pédagogique, et puis merci pour ça, et j'ai même envie de dire que pour une activité présentielle, on a parfois plusieurs possibilités virtuelles. Parce que je pense à l'exemple que tu es en train de donner. Donc, un petit exercice pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Qu'est-ce que c'est ça comme jeu, Sabrina? Ça, c'est le fameux glisser-déposer, où en fait, on est parti d'une slide PowerPoint qui est déjà toute faite, on l'a fait un petit peu jolie, et ensuite, on va utiliser les outils du tableau blanc. Et ce qu'on va faire en classe virtuelle, c'est qu'on va interroger donc, nos stagiaires pour revenir mettre les items qui apparaissent. Donc les items ont été écrits au préalable par Brice à l'aide des outils du tableau blanc. Et on va devoir replacer les vignettes. Donc là, pareil, l'animateur, un petit peu à son jugement, a 2 possibilités. Donc par exemple, pour cette activité, soit va demander aux participants de venir, lui, déplacer les vignettes, et auquel cas, il faudra donner des droits supplémentaires, mais ça, c'est des fonctionnalités de la salle. Soit, s'il sent que son public n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, peut questionner à l'oral les stagiaires et venir déplacer les vignettes à leur place. Alors aujourd'hui, évidemment, vous êtes nombreux et puis on travaille en micro fermé, donc on ne peut pas vous donner la parole. Mais par contre, je vais juste vous demander de vous positionner. Allez-y, rapidement, on se donne 1 minute pour jouer ce jeu. À votre avis, l'étape numéro 1, qu'est-ce qu'on y met? La conclusion, la connexion, la préparation, l'accueil ou l'animation? Et je vais vous demander une variante, c'est d'utiliser le module question-réponse. Allez, dans question-réponse, indiquez-moi si l'étape numéro 1, c'est pas ça que je voulais dire, pardon, excusez-moi.
C'était préparation. À votre avis, bon, je vous le donne parce que je me suis un peu trompé dans la manière de jouer cet exercice. Alors, à votre avis, l'accueil, on le mettrait en numéro 1, enfin en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4 ou en numéro 5? Allez-y, je vous demande d'utiliser le module Posez vos questions ici et vous me retournez 2, 3, 4 ou 5. On va voir un petit peu les réponses qui arrivent. Donc, selon vous, alors on a, un petit dilemme. On a du 3 et on a du 2. Donc Sabrina, l'accueil, on le mettrait où? Alors l'accueil va en numéro 3. En numéro 3. Allez, je le déplace et on va le mettre en numéro 3. Alors, l'animation, dites-moi, est-ce que ce serait 2, 4 ou 5 selon vous? Là, c'est unanime. Allez, parfait. Donc, vous l'avez mis en position 4. Tu es d'accord, Sabrina? Oui. Alors, maintenant, il reste la connexion. À votre avis, la connexion, 2 ou 5? Et évidemment, vous avez tous raison, la connexion, on va la mettre en numéro 2 et la conclusion en numéro 5. Donc là, vous voyez, un petit jeu conçu, facile, même si vous n'avez pas la parole, vous pouvez jouer à travers un module de chat, et ce qui permet de faire participer tout le monde. Évidemment, lorsque les micros sont ouverts, vous imaginez bien que ça va être extrêmement dynamique, et là, ce sera le rôle du formateur, on en reparlera au mois de janvier. Exactement. Je vais vous proposer de continuer, et toujours avec Sabrina, parce que ce qu'elle dit est intéressant, donc on la garde. Allez, on continue. L'activité suivante, l'outil d'animation. À quel pourcentage de ses capacités pensez-vous utiliser votre outil de classe virtuelle? Alors, certains d'entre vous n'en ont pas, donc peut-être que vous n'allez pas répondre à cette question. Mais je vais vous proposer de me dire, voilà, votre outil de classe virtuelle, à votre avis, à quel pourcentage de ses capacités vous l'utilisez? Est-ce que c'est 0,25, 25, 50, 75, 75, 100, 100%, voire plus? Alors là, vous êtes vraiment très très bon. Ou alors, vous n'avez pas encore d'outil et vous vous positionnerez sur la dernière proposition. Les votes sont diffusés en temps réel. Et je vous propose qu'on commence à les commenter pour pas perdre de temps par rapport à ça. On va bloquer le sondage. Donc 37% d'entre vous n'ont pas encore d'outils. Bon, mais là, il faudra y remédier parce que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans les classes virtuelles actuellement. Et sinon, on ne dépasse pas les 75%, Sabrina. Alors, comment ça se fait à ton avis? C'est peut-être un petit manque de connaissance de l'outil et de toutes les fonctionnalités. Alors, on peut connaître toutes les fonctionnalités de la salle virtuelle. Par contre, nous, ce qu'on fait beaucoup quand on fait la formation conception, c'est qu'on vous apprend aussi à détourner les fonctionnalités initiales pour en faire des activités. Donc ça, c'est hyper important puisque l'important, c'est aussi de varier les plaisirs, comme on dit, donc de varier les activités. Donc si je vous donne en fait un exemple tout à l'heure, et vous avez été, quand vous avez voulu cocher la croix rouge pour nous retourner vrai lors de la deuxième idée reçue, vous avez proposé un sondage. Donc vous voyez, en fait, on a deux façons de faire les choses. Là, on vous demandait de répondre vrai ou faux. Donc soit on utilise des outils d'interactivité non verbale, ou le sondage. Donc on est toujours dans cette dynamique-là, essayer de proposer des activités pédagogiques qui ne sont surtout pas redondantes. Et c'est plus agréable également pour le formateur qui, lui, va devoir animer par la suite, d'avoir des outils beaucoup plus variés. Donc ça, le détournement des fonctionnalités initiales, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Live Session. Et quand on fait de la conception ou quand on fait de la formation, donc quand on vous forme à la conception, on se fixe toujours un challenge de ne jamais utiliser deux fois la même activité. Et pour la petite anecdote, j'avais formé une fois une personne en conception qui au début me disait de toute façon, voilà, moi j'ai plein de sondages. Je dis on va faire quelque chose, on va essayer de ne pas utiliser la fonctionnalité sondage. Au début, ça lui paraissait complètement impossible et à la fin, elle s'est rendue compte que la fonctionnalité sondage, elle l'avait pas utilisée une seule fois. Et ça, c'était plutôt chouette. Alors, on a toujours un cas spécifique des organismes de formation qui ont finalement beaucoup de consultants, ils animent sur plusieurs types d'outils en fonction de ce qui fonctionne chez le client. Comment on va traiter ça? On va traiter ça où on va quand même avoir sur les différents outils des fonctionnalités qui vont être récurrentes d'un outil à l'autre. Donc là, on va pouvoir faire les mêmes activités au niveau du support, mais on utilisera en fait les outils qui sont adaptés, qui sont propres à l'outil classe virtuelle. D'accord, parfait. Eh bien, on va enchaîner avec l'idée reçue numéro 6. Je vois que certaines questions arrivent, on y répondra tout à l'heure
dans la session questions-réponses. Alors, l'idée reçue numéro 6, Sabrina, on va parler du discours formateur. L'itinéraire pédagogique est écrit à la virgule près par donc, le concepteur ou par un expert qui accompagne le concepteur pour être respecté par le formateur. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Donc, est-ce que l'itinéraire pédagogique doit être écrit à la virgule près pour s'assurer que tout le texte qu'on a décidé sera bien respecté par le formateur? Et là, c'est un peu plus mitigé au niveau des réponses. Effectivement, on est un peu sur du 50-50 au niveau de vos résultats. On va dire, allez, 45-55 pour du vrai-faux. Alors Sabrina, pour toi, à ton avis? Alors en fait, vous avez tous raison. On est sur du vrai et sur du faux. L'itinéraire pédagogique, c'est-à-dire que le discours, le concepteur va pouvoir venir le renseigner dans le PowerPoint. Donc si vous utilisez par exemple la zone commentaire, au niveau de la conception, le concepteur va pouvoir écrire le discours. Ensuite, bien entendu, il faut qu'au niveau de l'animation, ce discours paraisse naturel, d'où la préparation du support. On n'arrive jamais en formation classe virtuelle en se disant de toute façon j'ai mon support, j'aurai qu'à le commenter parce que ça, c'est faux. Mais après, ce qu'il va falloir faire, c'est aussi que le formateur s'imprègne du contenu. Et après, le discours peut être remplacé par des mots-clés, des informations importantes qui doivent être dites sur la slide. Mais effectivement, au début, le concepteur peut marquer le texte à dire au formateur de s'en imprégner pour avoir le côté naturel au niveau de l'animation par la suite. Donc si je comprends bien, on va m'aider dans ma préparation avec les idées principales de ce que je dois dire. Je pourrai répéter, mais on me laissera libre quand même d'animer comme je le souhaite. Oui, rassurez-vous. Les concepteurs ne sont pas des tortionnaires. Parfait. Très bien. Bon, alors on va enchaîner avec l'idée reçue numéro 7 maintenant sur la création en direct. Alors selon vous, la classe virtuelle ne demande pas de préparation. Les formateurs peuvent créer en temps réel des activités. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce point? Alors là, majoritairement, vous avez sélectionné une des deux réponses. On va voir, Sabrina, si tu es en accord avec les participants. Majoritairement du faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, vous avez raison. Sur le principe, vous avez raison. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand j'arrive en formation, je suis animatrice. Moi, j'ai le moins de travail possible à faire. Donc, on va éviter tout ce qui est création de dernière minute, création des activités. On va éviter également de charger ses ressources parce que ça peut prendre beaucoup de temps et ça, c'est du temps perdu pour l'animation. Donc, on va vraiment au maximum préparer sa salle, qu'il y ait toutes les activités qui soient conçues. Et on se donne toujours un timing de J-1. On dit toujours qu'à J-1, la veille, il faut que la salle, elle soit nickel. En revanche, pour les personnes qui ont répondu vrai, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le formateur, si jamais il a question de dernière minute ou un changement dans son support, bien entendu qu'il a la possibilité de le faire en temps réel. Mais au maximum, il faut que le concepteur ait livré en fait sa salle d'animation. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une petite astuce pour pouvoir livrer simplement, facilement, rapidement, en toute sécurité? Et bien, la création de modèles, c'est-à-dire qu'on va venir créer des modèles de salles et quand les formations vont être démultipliées, qu'on va devoir créer de nouvelles salles, on va venir appeler ces modèles et le contenu sera déjà chargé et organisé dans la salle virtuelle. Alors, on a une question sur les outils, donc on y répondra tout à l'heure. Par contre, une question, on parle de modèles de salle virtuelle. Est-ce que tous les outils proposent des modèles de salle virtuelle? Et quand est-ce qu'on les utilise? Alors, non, tous les outils ne proposent pas ces modèles de salle virtuelle. Adobe Connect le propose, par exemple. Et quand est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser, par exemple, quand on va venir créer une nouvelle session de formation. Donc nous, par exemple, dans l'utilisation de notre outil logistique, My Live Session Manager, à chaque fois qu'il y a une session qui est créée, c'est une nouvelle salle qui est créée. Donc là, ça voudrait dire qu'à chaque fois, le formateur ou le concepteur doivent rentrer dans la salle et venir configurer la salle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un modèle de salle qui va faire que dans la salle créée, tout sera déjà chargé. Parfait. Merci beaucoup, Sabrina. On continue avec notre idée reçue numéro 8 et un sondage qui vous est proposé. Quels sont les éléments à inclure dans un kit classe virtuelle? Allez-y, à vous de jouer. Donc, quels sont les éléments à inclure dans un kit
classe virtuelle. On vous propose évidemment le support de cours standard hein, de PowerPoint, le support de cours avec diapositives qui sont, alors c'est designé, donc qui sont mises un peu en beauté, sondage et activités pédagogiques, scénario d'animation, guide de démarrage pour les utilisateurs, un modèle de salle personnalisé dont Sabrina vient de parler, le PPT d'accueil, on en a parlé aussi tout à l'heure, un questionnaire d'évaluation à chaud, un guide animateur, une bonbonne d'oxygène si jamais il faut aller vite et garder le rythme, un métronome pour respecter le temps, la webcam, le micro-casque, le chronomètre et le bonnet de Noël. Alors à votre avis, quels sont les éléments qu'il faut inclure dans un kit pédagogique? Là par contre, on vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre, temps de reparcourir l'ensemble des points qui vous sont proposés. Et plusieurs réponses sont possibles, hein, évidemment. Mais ce n'est pas sélectionné. Mais ce n'est pas sélectionné. On peut peut-être remodifier le sondage pour avoir les oui, cases à cocher. Tout à fait, autant pour moi. On va remodifier rapidement, ne bougez pas, on va changer ça. Et c'est parti, à vous de jouer. Même question, même process, mais vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Bien vu Sabrina, merci beaucoup. Et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions sur cette partie conception pour aller un peu plus en détail, pour les analyser. On se laisse 10 minutes de questions-réponses en fin de session. Là, je vois que quelques-unes arrivent. Je profite pour regarder la technique, savoir si tout va bien. Ça tient le coup. Parfait. Allez, encore quelques secondes. On vous laisse le temps de répondre. C'est important, il y a des éléments qui sont extrêmement précis là, dans ce sondage et très important à remettre dans le kit pédagogique. Donc Sabrina le détaillera, certainement elle prendra vraiment le temps sur cette question de détailler chaque élément du kit pédagogique. Bon, on voit que ça ne bouge plus. On va terminer les sondages. Alors, analysons les scores. Donc 100% pour sondage et activité pédagogique. Là, Sabrina, j'ai envie de dire, aucune contestation possible. Non. 88% pour la position 2 sur un support de cours avec des diapositives qui ont été embellies, donc designées. Oui, sur le support de cours, je vous disais, c'est vraiment la trame, le point d'appui du formateur. Donc, il faut impérativement que l'animateur ait le support d'animation à disposition. Et enfin, dans le top 3, nous aurons aussi un questionnaire d'évaluation à chaud. Oui, très important questionnaire d'évaluation à chaud qu'on vient principalement charger dans la salle, ou en tout cas on propose tout de suite à la fin de l'animation. Pourquoi c'est important? Pour tout de suite avoir le sentiment des stagiaires. Si on leur envoie ne serait-ce le lendemain de la formation, déjà bien souvent ils ne répondent pas tous au questionnaire d'évaluation. Et je vous prends juste l'exemple très concret. Si jamais vous avez des personnes qui ont eu des difficultés à rejoindre la session, puisqu'on est quand même sur de la technologie informatique, donc pas à l'abri d'un problème, et bien le lendemain, ce qu'ils vont retenir, c'est la difficulté qu'ils ont eu à se connecter et pas forcément l'intérêt de la formation, même si elle était super. Alors qu'à l'issue de la formation, c'est plutôt le contenu qui va être retenu. Et puis, au début, la technique, on va vite l'oublier, puisque de toute façon, on répond, on est connecté dans la salle, donc tout va bien. Et maintenant, je te propose la suite en détail. Oui. Alors, au niveau, nous, des kits de conception, voici ce qu'on vous propose. Donc, bien entendu, le support d'animation adapté, mis en forme et qui contient les activités pédagogiques qui seront jouées en classe virtuelle. Ensuite, point numéro 2 est très important, c'est le scénario d'animation. Donc ça, il est vraiment primordial pour que les animateurs, parce que je le rappelle, vous êtes concepteurs, mais pas forcément animateurs. Donc il faut vraiment guider au maximum les animateurs. Ensuite, on va avoir un guide animateur. Donc là, c'est vraiment lui expliquer ce qu'il va devoir faire, détailler de la connexion à comment je me connecte dans ma salle, quelle manipulation je dois faire pour qu'au niveau du son, tout se passe bien, la webcam, tout se passe bien, quel matériel je dois avoir à disposition. Et puis aussi, dans ce guide animateur, ce qu'on met quelquefois, c'est les diapositives détaillées d'introduction qui se répètent d'une fois sur l'autre. Donc un modèle de salle personnalisé plus le lobby. Donc le lobby, vous savez, c'est le petit
le petit support qui peut défiler au début d'animation pour faire patienter le temps du démarrage. Et le modèle de salle, forcément, quand vous allez démultiplier vos formations, est très important. En 5e position, on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, le questionnaire d'évaluation à chaud. Donc ça, c'est hyper important d'avoir le feedback des stagiaires une fois la formation terminée. Et enfin, et ça, vous l'avez aussi beaucoup couché dans les sondages de mémoire, le guide de démarrage pour les stagiaires. Donc vous, bien entendu, les animateurs vont savoir comment ils doivent se connecter, mais c'est aussi important que les participants soient guidés. Donc soit un guide de démarrage qui est du coup bien joint par exemple à la convocation, ou alors votre convocation fait un petit peu office de guide de démarrage, elle est très explicite. Par contre, attention, on sait très bien que les convocations sont lues un petit peu en travers. Alors, quelques questions qui arrivent, mais dont une que j'aimerais bien prendre tout de suite. On me parle donc du kit classe virtuelle. Très bien, ça correspond à ce que les gens avaient répondu en top 3. Combien de temps pour un kit donc, on nous demande, je ne citerai pas la personne, mais combien de temps pour un kit avec autant d'éléments? Alors, une estimation. Une estimation, c'est assez difficile à estimer puisque votre donnée qui va être très variable, ça va être le support d'animation. En fonction que si vous avez déjà, par exemple, un support présentiel qui est bien abouti, qui n'est pas surchargé, là, le kit peut aller assez vite. Par contre, si vous partez de pas grand-chose, là, forcément, vous allez prendre beaucoup de temps. Ensuite, vous avez, une fois, c'est peut-être le premier qui va prendre un petit peu de temps, il y a des choses que vous allez réutiliser d'une formation à l'autre, notamment la trame du scénario, le guide animateur, ce sera que de la mise à jour. Le modèle de salle, donc là, pareil, on peut repartir d'une salle existante et adapter, mais en tout cas, la trame peut rester la même. Le questionnaire peut être le même. Le guide de démarrage pour les utilisateurs peut être également le même. Donc après, c'est un petit peu difficile de juger. C'est vrai que si je vous annonce, par exemple, si je vous dis 2 jours de conception, ça peut paraître énorme si votre formation dure 1h30. Ayez en tête le déploiement. Votre formation, vous n'allez pas la jouer qu'une seule fois, vous allez peut-être la jouer une 50aine de fois au cours de l'année. Donc c'est vrai que c'est un investissement de temps au début qui peut être important, mais ensuite, une fois que tout est bien ficelé, on démultiplie autant de fois qu'on veut. Bon, mais moi, en tout cas, ça me donne envie de me mettre à la conception en classe virtuelle. Donc, vous étiez, il faudrait reprendre les chiffres du sondage tout à l'heure, certains à ne pas encore avoir commencé, mais vous allez devoir vous y mettre. J'espère en tout cas que ce que Sabrina vous a raconté vous aura donné envie. Mais ce n'est pas tout à fait fini encore. Avant de passer à la session de questions-réponses et à l'évaluation à chaud. Donc, même si on est en webinar, où vous le voyez, les activités pédagogiques sont un peu moins interactives puisqu'on ne peut pas vous ouvrir aussi le micro, mais sachez aussi qu'on jouera un lien d'évaluation à chaud. Alors, en résumé, Sabrina, s'il fallait retenir des points clés par rapport à ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est, premièrement, on a parlé de l'adaptation du présentiel. Un point clé par rapport à ça. L'adaptation du présentiel, faire des slides visuellement allégés. Parfait, très bien. Ensuite, le support allégé et visuel, c'est ce que tu viens de dire, exactement. Mais on va un peu plus loin dans ce qu'on avait... Oui, le support allégé et visuel, il faut beaucoup que ce soit des éléments type image, graphiques, schéma, vraiment que ce soit très percutant à l'œil. D'accord, très bien. Ensuite, un timing prévu. Ça, c'est le scénario d'animation. Il faut vraiment timer toutes vos diapos, que ce soit de contenu ou d'activité, pour avoir un repère global de temps sur l'animation. Parfait. Le point 4, l'idée reçue numéro 4, c'était les activités pédagogiques adaptées par rapport au présentiel. Par rapport au présentiel, mais aussi adaptées au public et au nombre de personnes. Et là, je dirais, faites-vous plaisir. On peut faire énormément de choses en conception. L'environnement classe virtuelle doit être connu et maîtrisé. Notamment pour pouvoir créer des activités adaptées. Plus on connaît l'outil, plus on connaît les détournements de l'outil et plus on peut faire des activités qui sont poussées et qui vont loin, qui peuvent même aller jusque dans le comportemental. Et ça nous permet de répondre à une question qui était arrivée tout à l'heure. On va rebondir dessus. Est-ce que les concepteurs doivent être formés à l'outil classe virtuelle? Tu viens de donner la réponse. Oui. On va continuer avec l'idée reçue numéro 6, un discours qui doit être travaillé et répété. Voilà, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Il n'y a vraiment que ça de vrai pour avoir après un discours naturel et s'approprier également le support d'animation et la formation en elle-même. Idée reçue numéro 7, finalisation
du kit classe virtuelle à H-1, J-1. à J-1, bien sûr, H-1, on l'a déjà connu et c'est la panique chez tout le monde. C'est ça. J-1, Vous évidemment. pouvez être sûr que si vous avez des modifications à faire quelques minutes avant, il va y avoir un problème. C'est comme ça, c'est vérifié systématiquement. Donc la veille, il faut impérativement que tout soit finalisé et bouclé. Et enfin, l'idée reçue numéro 8, un kit classe virtuelle avec beaucoup d'éléments dedans. Oui, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup d'éléments, mais beaucoup d'entre eux sont réutilisés d'une formation à l'autre. Parfait. Alors, on va continuer maintenant avec, évidemment, un petit point sur ce que l'on peut faire pour vous. Pourquoi choisir Live Session? Et puis, je vais te donner le rôle d'animateur, Sabrina. C'est moi qui vais animer, je vais prendre ta place. Alors, Brice, pourquoi choisir Live Session? Donc, 3 étapes majeures dans votre projet conception classe virtuelle. Donc, Brice, est-ce que tu peux nous détailler ces 3 étapes? Bien sûr. Alors, il est vraiment important, lorsqu'on accompagne des clients sur ce genre de projet, de décomposer les phases. Donc, on ne va pas commencer n'importe quand, n'importe comment. Et bien souvent, ce que l'on voit de plus en plus sur les projets, c'est une première phase qui arrive et que l'on positionne maintenant systématiquement. Alors, c'est la phase du questionnement pour le client, mais pour nous, c'est plutôt ce qu'on appellerait une phase d'audit, pas de coaching, vraiment d'audit, puisqu'on nous demande de venir sur site et d'analyser ce qui est fait et ce qui devrait être fait. Donc, ça peut aller sur la partie technique, donc d'analyser le réseau, la capacité. Est-ce qu'on va pouvoir, avec la bande passante actuelle, pouvoir faire passer l'ensemble des informations dont on a besoin? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser tel ou tel outil qui sera compatible avec le réseau, avec celui de mes clients? Donc, on vient vraiment avec la petite mallette technique et se dire on va, pendant quelques temps, tester techniquement tout ce qu'il est possible de tester afin de s'assurer que la classe virtuelle ou le webinaire éventuellement fonctionnera chez vous. Et ensuite, c'est de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser en lancement de projet. Donc là, on va plutôt parler avec des interlocuteurs qui sont des responsables formation, des responsables RH ou des business units pour savoir s'ils se lancent dans le jeu des classes virtuelles et vraiment savoir quel outil prendre en fonction du besoin, en fonction de ce qui va fonctionner, de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour bien me préparer à lancer un projet classe virtuelle, à quoi je n'ai pas pensé, ou alors c'est juste la première fois, j'ai aucune idée. Donc est-ce que vous pouvez m'aider à mettre en place ce genre de questionnement pertinent pour que je puisse savoir ce que je vais mettre en œuvre. Au niveau des solutions, bien oui, la solution la plus adaptée, et donc on a aussi des questions qui arrivent par rapport à ça. Vous savez que nous, on pousse majoritairement Adobe Connect et Cisco Webex. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi en répondant à la question. Et c'est surtout de se dire, maintenant que si je suis persuadé que je dois lancer mon projet classe virtuelle, à quel délai? Donc je parle de rétro-planning et de jalons essentiels pour que ce soit une réussite pour vous. Plus de zone d'ombre par rapport à ce qu'il faudrait lancer. Vous savez comment on va le faire et dans quel délai on va le faire. Ensuite, l'étape numéro 2 que l'on a sur ce genre de projet, c'est la préparation. La préparation, là, les ressources vont arriver. Alors, quand je parle de ressources, ce sont surtout les acteurs qui vont être impliqués dans cette formation. Donc, par quoi on va commencer? Est-ce qu'on a des formations présentielles à convertir, à adapter pour la classe virtuelle? Est-ce qu'on part de zéro, comme l'expliquait Sabrina? Est-ce que l'on a un catalogue de cours qui existe et il faut déjà faire un choix par rapport à certaines sensibilités de ce qui serait bien comme formation à passer en classe virtuelle en fonction des durées, en fonction du contenu et évidemment faire monter en compétence vos concepteurs. Donc il existe des formations pour cela. Les concepteurs vont suivre aussi la formation formateur pour être totalement à l'aise dans la manipulation de l'outil, sans la partie, on va dire, animation, mais après vont embrayer directement avec de la conception. Donc en termes de formation de concepteurs, on peut compter au moins 3 jours de formation et après des accompagnements individuels si besoin pour s'assurer de maîtriser l'outil et de savoir concevoir avec les neurones orientés classe virtuelle. Et vraiment, si vous n'avez pas de ressources par rapport à ça, mettez à disposition vos experts et Live Session réalisera la conception pédagogique, donc le kit pédagogique pour vous. Et enfin, dernière étape du triptyque, c'est l'application. Et l'application, ça va être de valider ce que vous avez fait en termes de conception, de monter évidemment la session pilote, vraiment importante après pour faire de l'amélioration continue, avant de faire un déploiement global. Et une session pilote peut concerner 1 ou 2 formateurs. Ensuite, évidemment, il faudra faire monter en compétence l'ensemble de vos formateurs pour avoir plusieurs ressources d'animation. Donc, le concepteur finalisera le kit pédagogique
va livrer ça à l'équipe formation. On monte une session pilote, on forme les formateurs à l'outil, aux techniques d'animation et à la posture du formateur en classe virtuelle. Et puis, pourquoi pas, pour une première, on peut même faire une co-animation ensemble, un peu comme on est en train de le faire avec Sabrina, de telle manière à rassurer l'ensemble des formateurs pour se jeter dans le grand bain. Et voilà, ça c'est un accompagnement complet jusqu'à la réussite de votre projet classe virtuelle. Maintenant, Sabrina, ce que je te propose, c'est de répondre aux questions qui nous sont posées. Eh bien, c'est parti. Allez. Partie questions-réponses. Donc, il y avait une question, alors je vais agrandir le module. Première question, quels sont les outils de salle virtuelle? Donc, j'ai dit qu'on reviendrait là-dessus. Y a-t-il autre chose qu'Adobe Connect ou Collaborate, par exemple, et surtout moins cher? Ah, c'est une remarque intéressante. Là. Donc, est-ce qu'il existe d'autres outils de classe virtuelle sur le marché? Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Cisco WebEx. Aussi, également. Et alors, moins cher. Donc là, on s'est toujours dit qu'on n'allait pas parler de prix lors d'un webinaire, mais juste pour information, puisqu'Adobe Connect, c'est un produit que nous revendons en tant que partenaire, a un rapport qualité-prix qui est extrêmement bien positionné sur le marché. Donc, vous pourriez, n'hésitez pas à nous appeler et on pourrait voir ça ensemble, évidemment. Sabrina, question suivante. Quel est le top 3, selon vous, des outils classe virtuelle, de ce que tu as rencontré, toi, Sabrina? Alors, des outils ou des fonctionnalités. Donc, je vais essayer du coup de répondre aux deux questions. C'est vrai que les deux peuvent être intéressantes. Donc, en termes d'outils de classe virtuelle, donc de solutions pour faire de la classe virtuelle, moi, c'est pas forcément un top 3. Moi, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour Adobe Connect, tout simplement par rapport à l'ergonomie de la salle. C'est-à-dire que tous les modules, vous pouvez les positionner où vous voulez, de la taille que vous souhaitez, et vous pouvez personnaliser la salle. Vous avez aussi une possibilité de créer l'architecture de votre animation grâce à des outils qu'on appelle les affichages, donc il va reprendre le déroulé chronologique de votre animation. Et vous allez aussi pouvoir créer donc des modèles de salles qui vont pouvoir après permettre la démultiplication de vos formations. Moi, c'est un outil que j'affectionne particulièrement parce que justement, on a toute cette liberté d'organisation qu'on ne retrouve pas aujourd'hui chez d'autres outils. Par exemple, WebEx, qui propose les mêmes fonctionnalités de la salle virtuelle qu'Adobe Connect, ou même on a aussi Skype Entreprise, avec des fonctionnalités un peu plus limitées, ne permettent pas en fait toute cette architecture. C'est très figé en termes d'organisation et d'ergonomie. Ensuite, juste je fais une parenthèse donc, sur les outils à l'intérieur des classes virtuelles. Moi, ce que j'aime beaucoup et qui marche bien, forcément, c'est le sondage parce que c'est très simple à mettre en place. On a également le sous-groupe. Donc là, c'est vrai que tout ce qui est les activités de sous-groupe donne vraiment une richesse à l'animation. Par contre, là, ça demande de la maîtrise côté animateur. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est très simple à mettre en place. Et après, moi, il y a une activité que j'aime beaucoup. Donc ça, je vais vous la livrer. Et justement, on parlait de détournement et qui est possible avec Adobe Connect. L'utilisation, par exemple, des modules de chat, de conversation type public, donc pas celui qu'on utilise aujourd'hui pour le webinaire. La petite astuce, c'est par exemple d'en mettre deux côte à côte et de questionner, par exemple, sur les avantages et les inconvénients de telle ou telle chose. Donc, on met ces deux blocs côte à côte et les gens viennent répondre à l'écrit dans le module de conversation gauche ou droite, donc avantages, inconvénients, en fonction. Alors, une question qui arrive sur la pédagogie. Par rapport à l'activité justement qu'on a jouée tout à l'heure avec les vignettes sur le PowerPoint, la personne nous demande est-ce que c'est une activité qui a été créée ou ça existe de base dans Adobe Connect? Alors, elle a été créée. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le support d'animation qui est le PowerPoint et après, on a utilisé donc les outils du tableau blanc, les outils d'annotation qui sont liés au PowerPoint dans le module qui contient le PowerPoint de la salle virtuelle et on est venu créer nos petites vignettes. Parfait. Tu parlais tout à l'heure donc de différence entre Cisco, WebEx et Adobe Connect. Il y a une question là-dessus. Est-ce que les sous-groupes apparaissent sur les deux solutions? Oui, en fait, WebEx, alors tout dépend de la solution WebEx qui est prise. WebEx Training et pas Meeting. WebEx Training permet également de faire des sous-groupes. Chez WebEx, ça s'appelle les sessions scindées. Il est 11h58. On essaie de terminer à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer directement sur le formulaire d'évaluation. Alors ça, c'est simple. On va sélectionner ce lien, je vais le lancer et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir directement chez vous. Il faudra peut-être valider l'ouverture de cette fenêtre qui va vous emmener sur un formulaire d'évaluation à chaud. Et il suffira simplement
de répondre par rapport à cette enquête de satisfaction, par rapport à ce webinaire. Donc en tout cas, Sabrina, il y a encore des questions qui arrivent, mais on bloque, sinon on se lance dans des explications et on va dépasser le timing qui nous a été proposé. Merci à tous pour votre participation, encore nombreux sur ce dernier webinaire de l'année 2017. En tout cas, ça a été une année très riche et on s'est beaucoup amusé dans le webinaire. Sabrina, merci pour ta participation. Merci de l'invitation. Et n'oubliez pas, même si c'était le dernier de l'année 2017, il fait partie d'un couple de webinaires, puisque en janvier, de mémoire, le 31 janvier, 11 h, alors horaire spécial, ce sera un mercredi 11 h, eh bien, on parlera de la partie 2, après la conception, évidemment, l'animation et tous les secrets liés à la posture du formateur, ses techniques d'animation, quel type d'activité peut-il jouer pour être serein en animation, et là, Sabrina sera encore là pour nous aider. Exactement. Merci beaucoup, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, si vous aimez la glisse, n'hésitez pas, il y a beaucoup de neige en ce moment. Et à bientôt, merci bien. Merci à tous et très bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.